Elle va alors rentrer dans le subconscient de cet homme, ce qui donnera lieu à des images sublimes et profondément malsaines. Son innocence est représentée par un petit garçon, son côté serial killer par un roi tyrannique. La séquence que je vais vous montrer est celle où elle le rencontre pour la première fois. Elle est juste grandiose de par le gigantisme de sa mise en scène, sa beauté et l'ambiance qui y règne. Je vous laisse savourer. Petit retour sur la peur avec le remake américain de The Grudge. Remake un peu particulier puisque c'est le réalisateur de l'original qui s'y est lui-même attelé et qu'il est globalement identique, se déroulant également à Tokyo. Le fait d'y avoir ajouté des étrangers américains est plutôt intéressant pour le public international puisque en plus de les voir terrifiés, nous ressentons leur isolement dans un pays qui n'est pas le leur. Sorti en 2004 et réalisé par Takashi Shimizu, il raconte l'histoire de plusieurs personnages aux prises avec les fantômes d'une femme et de son fils pour des raisons très diverses. Il reste le film le plus terrifiant qu'il m'ait été donné de voir, même si son impact a hélas grandement baissé dès le deuxième visionnage. Il a marqué les esprits pour ce petit garçon qui a un chat dans la gorge, mais surtout pour le fantôme de cette femme. La scène qui m'a le plus terrorisé a lieu avec cette jeune femme. La force de ce film est de casser les codes les plus classiques du film d'horreur. En principe, le personnage est plutôt tranquille chez lui, et en particulier dans son lit, où généralement on ne peut pas l'atteindre. Généralement. On peut dire ce qu'on veut de Spielberg, mais personne ne peut nier que cette scène est l'une des scènes les plus incroyables qui ait jamais été filmée. Non contente de révolutionner la technique informatique et de repousser les limites de l'animatronique, elle est également parfaitement réalisée au millimètre près. Les angles choisis, le déroulement de l'action, les dialogues, les acteurs, la mise en scène, les bruitages, jusqu'à la décision de ne pas mettre de musique. Cette scène est un concentré de pur génie, et il n'est pas surprenant que Jurassic Park ait marqué les spectateurs du monde entier à sa sortie en 1993. Bon, même si on se demande toujours d'où sort ce putain de ravin à la fin alors que le T-Rex était manifestement au niveau du sol au début. Les commentaires sont inutiles. Ah, le cinquième élément. C'est ce film qui m'a donné envie de devenir réalisateur. J'avais 9 ans quand je l'ai vu pour la première fois, les 4 premières fois au cinéma. Oui, déjà à l'époque, j'avais un comportement obsessionnel au niveau du 7e art. Sorti en 1997 et réalisé par Luc Besson, je le considère encore aujourd'hui comme un film quasi parfait. Les décors, les effets, les acteurs et surtout la musique. Composé par Eric Serra, il n'y a pas une seule seconde du film qui ne soit accompagnée par ses compositions, ou bien c'est tout à fait exceptionnel pour marquer un temps avant une nouvelle séquence. J'aurais pu vous montrer la scène où Zorg fait la publicité du ZF-1 qui est complètement culte, ou encore vous montrer ce tout petit extrait très court. Mais j'ai voulu vous passer la scène qui m'a mis sur le cul, qui m'a montré l'importance du montage, en particulier du montage en rythme, avec la musique, sans pour autant tomber dans le clip. Il s'agit de la séquence Diva Dance. Comment ne pas être admiratif devant une telle perfection? La surprise de la tournure que prend le récital de la chanteuse lyrique Alien est déjà sublime par sa voix et son design, les sonorités totalement extraterrestres recherchées par Eric Serra pour ses compositions, et simplement la maestria de la mise en scène, jouant sur les hors-champs et les mouvements de caméra totalement fluides. C'est un chef-d'œuvre, un petit bijou.
J'ai longtemps hésité parce que je trouvais trop facile de citer le Seigneur des Anneaux dans ce classement. Et puis je me suis rendu compte que la scène qui me revenait le plus en tête quand j'y pensais n'était pas une des grandes scènes de bataille gigantesques avec des milliers de figurants, mais une scène toute simple. Enfin, toute simple est un bien grand mot. La grande révolution du Seigneur des Anneaux, c'est d'avoir intégré un acteur numérique de façon totalement invisible dans les scènes et d'en avoir tiré des performances inimaginables à l'époque. Basé sur le talent d'Andy Serkis, le seul acteur de motion capture aussi connu qu'un acteur traditionnel, il a bluffé tout le monde dans cette scène tout simplement grandiose où Peter Jackson réalise un chant contre chant entre les deux personnalités de Gollum. J'aurais pu diffuser cette scène, mais en toute honnêteté, le plan qui m'a complètement soufflé, là aussi pour un travail de cadrage, de musique, de jeu d'acteur et de mise en scène, c'est celui-ci. Et ça commence maintenant. J'y peux rien, à chaque fois ça me donne des frissons. Jean-Pierre Jeunet est l'un des réalisateurs que j'admire le plus au monde, si ce n'est probablement le réalisateur que j'admire le plus au monde. Il illustre à mon sens totalement l'exploitation des talents créatifs français, qui sont capables de bien plus que de créer des histoires avec des couples qui se déchirent, des gens dépressifs et des comédies qui ne s'assument pas. Ce n'est d'ailleurs probablement pas pour rien qu'il est le seul à revenir 2 fois dans ce classement. Sorti en 1997, qui est décidément une année bourrée jusqu'aux yeux de chefs-d'œuvre cinématographiques, La Cité des Enfants Perdus retrace les aventures de Miette et du géant Wan à la recherche de son frère kidnappé par Crank. Issu d'une expérience sur le clonage, il est dépourvu de rêves et enlève donc les enfants de la cité pour voir les leurs, mais ne récolte que des cauchemars. Pour faire ses kidnappings, il emploie les services des Cyclopes, un culte qui cherche à s'améliorer par l'utilisation de prothèses, un peu comme les Borg de Star Trek en fait. Cette scène est l'illustration des choses un peu malsaines qui peuvent parfois me ravir lorsqu'elles titillent mon esprit au fond un peu dérangé. Pour vous aider à comprendre la scène, le Cyclope tueur débranche sa prothèse visuelle et y branche celui qu'il va tuer, de sorte que la personne se voit elle-même mourir dans le regard d'un autre, comme déjà absent de son propre corps. C'est d'un cynisme absolument génial qui marque les créations de Jeunet et son ami Caro depuis Delicatessen. Mais ce n'est pas ce qui m'intéressait dans la prochaine scène de cette sélection. Cette scène est tout le contraire de la précédente et c'est ça la grande force de Jeunet. Il excelle à la fois dans le sadisme le plus sombre et dans l'émotion la plus pure. L'histoire d'un long dimanche de fiançailles, sorti en 2004, est celle de Mathilde, une jeune fille vivant chez son oncle et sa tante sur les côtes bretonnes, et dont le fiancé Manek a été déclaré mort au combat. Elle reste cependant intimement persuadée qu'il est toujours en vie, car s'il était mort, elle l'aurait senti. Elle va donc enquêter pour faire la lumière sur sa disparition. Ce film est le cadeau de Warner Bros à Jeunet après le succès d'Amélie Poulain. Il est assez courant lorsqu'un réalisateur a créé un énorme succès, qu'une production lui donne carte blanche pour réaliser ce qu'il veut en toute liberté. C'est ainsi par exemple que Nolan a pu réaliser Inception après le succès du Dark Knight. C'est un pari intéressant pour les studios, car cela peut résulter en un nouveau chef-d'œuvre, lui aussi au succès retentissant, et au pire des cas, cela lui donne une bonne image et inspire la confiance d'autres collaborateurs. Jeunet ne s'est pas privé de jouer avec ce cadeau. Un des temps de tournage les plus longs jamais donnés à un film, pas loin de 6 mois, la construction de miniatures hors de prix à faire exploser, des centaines de figurants en tenue d'époque, Jodie Foster dans un rôle en français puisqu'elle le parle parfaitement, et des effets spéciaux et décors grandioses. Pour autant, là encore, c'est une scène intimiste qui m'a marqué, puisqu'il s'agit d'une simple discussion en voiture. Mais tellement belle, tellement forte qu'elle m'émeut toujours au plus haut point, puisqu'il s'agit de la scène où la tante de Mathilde, qui n'a jamais cru à la survie de Manek, explose en larmes. Non, mais ne vous en faites pas. Madame Desrochers, elle n'a pas souffert, elle est morte sur le coup. Mais c'est pas ça, je en tout. Je t'ai pas cru, ma petite m'a dit, je t'ai pas cru, j'aurais dû le savoir. Pardon. L'idée est si belle que cette femme reconnaisse que le lien d'amour qui unissait Manek et Mathilde était si fort qu'elle ait pu sentir qu'il était encore en vie
et qu'elle lui demande pardon d'avoir pu oser douter de l'existence d'un tel lien, c'est absolument sublime. Du grand Jean-Pierre Jeunet. Et après, il a tourné avec Danny Boone. Comme quoi même les meilleurs peuvent rater la marche. Inglourious Basterds n'a pas plu à tout le monde, c'est évident. J'ai quelques difficultés à le faire, mais j'arrive à comprendre pourquoi. Tout le monde ne peut pas se laisser aller devant un film. Cela dit, s'il y a bien une scène dont personne ne peut contester la maestria et la perfection, c'est bien la scène d'ouverture. La force de Tarantino est d'arriver à alterner des scènes de dialogue très longues et souvent remplies de rien, et d'enchaîner avec des histoires aux conséquences dramatiques et des scènes d'action haletantes. La conversation autour du cheeseburger de Pulp Fiction étant un excellent exemple, mais dont la finalité n'est en fait pas si forte. La scène d'intro d'Inglourious Basterds est tout le contraire, pensée et orchestrée comme un film à elle toute seule. Dans l'acte 1, le personnage de Landa y interroge Monsieur Lapadite avec la plus grande décontraction, savourant son rôle de chasseur de juifs avec une délectation palpable, tout en restant avenant et courtois pour ne pas rebuter son interlocuteur. Après avoir mis en place la situation et les personnages, et savamment orchestré une mise en scène en faisant sortir les enfants du paysan, il parle de tout et de rien en français, puis passe à l'acte 2, en proposant de passer à l'anglais. Il va alors clairement faire comprendre à l'homme que l'étau est resserré autour de lui, qu'il est pris au piège par un homme qui sait parfaitement que ce qu'il est venu chercher est ici, et que tout cela n'était que formalité. C'est alors que ce metteur en scène déclenche l'acte 3 de son interrogatoire. You're sheltering enemies of the state, are you not? Yes. You're sheltering them underneath your floorboards, aren't you? Yes. Point out to me the areas where they're hiding. Since I haven't heard any disturbance, I assume while they're listening, they don't speak English. Et ce n'est qu'alors qu'on réalise à quel point nous avons été dupés, comme le personnage, par un salaud qui avait pensé à tout et ne nous avait jamais laissé aucune chance depuis le début même de la séquence. C'est une des scènes les plus puissantes qu'il m'ait été donné de voir au cinéma. Monsieur Lapadite. Mais pas la plus puissante.